Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en étant toujours d'accord, au moins avec elle-même. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et Clémentine, d'accord, eux l'étaient aussi. Vous nous racontez ce moment de l'histoire où les dirigeants du monde libre se sont retrouvés à Yalta en 1945. Ils n'étaient pas seuls, ils avaient emmené leur fifi. Mais en oui. tout cas, Churchill et Roosevelt. Oui, c'est amusant parce que c'est vrai que Yalta, on a le plus souvent en tête cette photo des trois grands, des trois grands dirigeants du monde libre, des alliés, et les coulisses nous sont assez peu connues. Donc cette conférence de 45, c'est Staline, Roosevelt et Churchill qui ont décidé de la tenir. C'est une réunion stratégique au cours de laquelle on doit évoquer le sort de l'Allemagne, car l'Allemagne est en train de perdre la guerre, et poser les bases de l'ordre mondial d'après-guerre. Alors Roosevelt, lui, est très malade. Ne se déplace plus qu'en chaise roulante. Il a une maladie cardiaque. Il accepte un peu à contre-cœur de la proposition de se réunir à Yalta, en Crimée. On a proposé bien d'autres destinations. On a proposé Malte, le Caire, Rome, Athènes et même l'Écosse. Mais Staline a exigé que ça se passe chez lui parce que lui déteste prendre l'avion. Et puis, quand on a proposé l'Écosse pour cette réunion, il a déclaré qu'il n'aimait pas l'humidité et les hommes en jupe. Donc, pour l'Écosse. Quant à Churchill, il râle de devoir aller si loin. Il n'est pas content du tout. Il va bientôt avoir 70 ans tout de même. Et il mène une vie exténuante. Il ne détèle pas de la journée. Il faut s'imaginer ce que c'est que d'être dans la War Room pendant toute la durée de la guerre, après de 70 ans. Et puis, lorsqu'il y a eu une réunion de ce genre, il y en a eu une à Téhéran, déjà avec Roosevelt et Staline. Churchill est rentré en Angleterre avec une pneumonie. Donc, il accepte cette destination à contre-cœur. Et comme ça le rend très anxieux, eh bien, il demande à sa fille Sarah, qui a alors 30 ans, de l'accompagner. Et Sarah va s'enrôler chez les auxiliaires féminins de l'aviation pour pouvoir faire office d'aide de camp de son père. En suivant son papa à Yalta, elle cherche aussi un peu à redorer son blason parce qu'elle est comédienne et danseuse. Elle a épousé en première noce un comédien beaucoup plus âgé qu'elle. Enfin, elle n'a pas trop la cote chez papa-maman. Donc elle se dit, là, allez, j'accompagne mon papa à Yalta et comme ça, j'aurai davantage la cote. Quant à Roosevelt, et je le disais, il est très affaibli, il souffre d'insuffisance cardiaque et donc il se fait accompagner de sa fille Anna, qui a 3 enfants qu'elle laisse pour le quart d'heure, qui a 38 ans, qui est devenue sa confidente, et notamment qui est devenue sa confidente parce que Eleanor Roosevelt est très souvent en déplacement, y compris en déplacement en Europe. Donc elle fait un peu l'office de première dame de remplacement auprès de son papa. Donc ces 2 jeunes dames sont avec leur père. Et il faut voir qu'on est en pleine période de guerre. La loyauté et la discrétion sont plus que jamais primordiales. Et de qui peut-on l'attendre par excellence, sinon des membres de sa propre famille? Alors, le 3e a emmené sa fille. S'il est moins connu, c'est l'ambassadeur américain en URSS, Averell Harriman. C'est un des hommes les plus riches des États-Unis et lui aussi embarque à Yalta sa fille de 27 ans, Kathleen, qui va être hôtesse et chef du protocole. Elle a l'habitude parce qu'elle gère les résidences de luxe de son papa. Donc, c'est elle qui, une fois arrivée sur place, va transformer les 116 chambres saccagées du palais de Livadia. Le palais de Livadia, c'était l'ancienne résidence impériale. Impériale, exactement. Donc, il faut transformer ça en QG convenable et habitable pour son père et ses accompagnateurs. Le cadre est impérial et assez glamour, mais c'est dans un état épouvantable. Parce qu'au lendemain de la guerre de 14, ça a été transformé en sanatorium pour les paysans. Bon, alors c'est plus ou moins à l'abandon. Il y a des punaises de lit, il y a une infestation de poux, très peu de salles de bain, donc pour des Américains, c'est quand même tout à fait invivable. Et pourtant, les Soviétiques ont beaucoup travaillé, parce que là encore, c'est vrai que cette intendance de Yalta, on ne la connaît guère, mais elle est très lourde. Depuis plusieurs mois, 1500 wagons de matériaux de construction, d'équipements et de mobilier ont été livrés à la ville. On a construit plusieurs centrales électriques, on a procédé à un déminage à grande échelle, et sur terre, et sur mer. Aux abords des palais attribués aux différents participants, il y a 500 officiers du commissariat du peuple et environ 1200 agents en civil. C'est un énorme truc, cette conférence de Yalta. Alors les Anglais, eux, sont installés au palais Vorontsov, les Soviétiques au palais Yusupov, mais comme Roosevelt marche très mal, eh bien, la plupart des réunions vont se tenir au palais de Livadia, à 3 km de Yalta. Le palais est entouré d'une immense clôture de 4 mètres,
il est interdit au personnel de quitter le bâtiment, donc tout ça est très très sécurisé. La conférence dure 8 jours, du 4 au 11 février 45. Les filles, évidemment, sont toutes dévouées à leur père. On les surnomme d'ailleurs les Three Little, les petites trois. La participation, la présence de ces 3 filles américaines et anglaises à Yalta était racontée dans ce livre, Les filles de Yalta. Comme elles ne sont pas conviées aux réunions, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font un peu de tourisme, elles font des visites, puis elles boulotent du caviar. Oui. Écoutez, c'est très dommage parce que c'était des filles très brillantes. On aurait quand même pu les solliciter pour autre chose que pour servir de garde-malade à leur père. Enfin, il faut voir le bon côté des choses. Elles ont assuré une attendance précieuse dans un moment crucial parce que Yalta a été l'une des plus grandes conférences internationales en temps de guerre. Et ce n'est pas seulement le partage de l'Europe qui s'y est déterminé, mais c'est aussi la création de l'ONU. Roosevelt est mort 2 semaines avant la première réunion d'élaboration de la Charte des Nations Unies. C'était une réunion qui se tenait à San Francisco, qui a commencé le 25 avril 1945, et y participaient les représentants de 50 pays. Et cette réunion-là, après des années de guerre, a vraiment changé la face du monde. Donc Yalta, oui, il y a eu du caviar, mais il y a eu aussi des décisions fondamentales par les sauveurs du monde et leurs filles à papa. Mais il peut y avoir du caviar et des décisions fondamentales. On le voit dans les soirées chez Stéphane. Bien sûr, c'est exactement. Les deux, il y a ni non, il n'y a que des œufs de poule chez Stéphane. Exactement. Merci Clémentine. Et vous restez avec nous, Clémentine. Dans un instant, c'est le quiz face à Stéphane. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.